super. Il fait bon, hein. Pas de vent. Tout étoilé, génial, quoi. Ça va? Ouais, bien. Parti? Allez. Ok. La beauté de la montagne, elle est extrêmement importante pour moi. C'est en fait, ouais, de côtoyer, d'avoir la possibilité de monter ces montagnes, tu te sublimes, quoi, par la beauté par les formes, ouais, c'est assez particulier, hein. Il y a une notion de danger. Une notion de danger. Je suis très dépendante de cette corde. C'est vraiment la corde qui nous unit. C'est le trait d'union entre Edgar et moi, entre le guide et moi-même. Parce que moi, je ne lui donne pas la main, mais la corde, elle réunit ces deux forces, ces deux envies. Là, bien tendu, hein, parce qu'il y a une grosse crevasse. Ok, merci. Un sacré golard. Bien. Toujours bien tendu, hein, Maria? Moi, je suis rassurée, j'ai aucune inquiétude devant moi. Ni de trouver le chemin, ni de... C'est Edgar qui porte ça. J'ai l'impression de bien faire mon job si les gens ressentent ça, c'est sûr, quoi. Ce rapport de confiance, il est vachement important, quoi. On voit bien la suite, là. Toi, le long de l'arrêt, à côté de la corniche. Oui. Faudra se pointer, pas être trop près, parce que les corniches, ça pète, quoi. Il y a l'histoire d'emmener quelqu'un, quoi, et puis la finalité de la course, c'est pas seulement l'atteindre le sommet, c'est de l'amener quelque part. Je fais cette distinction entre emmener et puis amener, parce que mon idéal, c'est d'amener plus loin que ce que la personne pourrait faire toute seule, quoi. Top, t'es monté, mais... Top, dans ce sens-là, c'est ouais, c'est un rôle, c'est un métier qui est fantastique. Bien joué. C'est génial. Bravo. Génial. Et t'as vu le feu d'artifice? Je t'explique pas alors. Que pour toi, on les a sortis pour toi aujourd'hui.
Italiens qui nous envoient leur fumette. C'est fort émouvant. C'était mon premier 4000. Je fêtais mon anniversaire. J'étais avec Edgar. C'était beaucoup plus fort émotionnellement que physiquement. C'était vraiment... Edgar, arrivant en haut, il m'a laissé le temps de vivre cette ascension, cette arrivée au sommet, tout tranquillement. Comme si je l'avais demandé ça, or pas du tout. Allô, allô? Allô ma belle, comment vas-tu? Très bien, et toi? Oui, super, super. Écoute, j'ai complètement zappé la combine là. C'est quoi que je dois t'amener à Loukla? Du chocolat, des boules Lindor. Des boules Lindor. Regarde. Ouais, salut, c'est Marie-Noël. Et Ça Tchoun, va? ça va toi? Ouais, je suis dans les préparatifs du Népal. Toi, qu'est-ce que je prends comme chaussures pour que, voilà. Pour tout ce qui est altitude et descente, il te faut des chaussures bien montantes de toute façon, quoi. Et puis à 4-5 000, ça rigole pas, quoi. Enfin, tu prends tes godasses d'alpinisme de toute façon. Et pour la partie basse, je pourrais prendre peut-être un peu des baskets ou bien? Ouais, tu peux prendre des baskets, ouais. Pour préparer des voyages, des choses comme ça, c'est ici que je fais des réunions avec mes clients, en fait. La montagne, pour toi, dans ta vie, elle a joué un rôle important. Oui, il est évidemment fondamental. Moi, c'est alors s'il y a une ligne absolument claire que j'ai eue depuis la petite enfance et puis qui ira jusqu'à ma mort, c'est sa montagne, quoi. Puis ce qu'elle peut m'apporter émotionnellement. Puis maintenant, enfin, le registre, il est complètement différent. Maintenant, on est beaucoup plus je suis plus dans des histoires un peu métaphysiques, d'espace, enfin, ça a pris une autre dimension. Ton papa, la montagne, pour lui, ça a été une ligne qui a défini un peu sa vie. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu comprends ou tu as aussi perçu en tant qu'enfant, ce lien à la montagne? Alors ça, c'est clair que c'est quelque chose qui était très présent. C'était prioritaire même pour lui. Par son métier et puis par sa passion. Je pense qu'il était dans un truc où la passion prenait un peu le dessus sur son métier. Et puis que les deux étaient extrêmement liés, en fait. Maintenant, si quelqu'un aurait la même passion que lui, mais dans un autre cadre, pour l'informatique ou comme ça, il passerait tout de suite pour un taré. Carrément un peu fou, ton papa. Ouais, je pense. Mais comme il y a le côté un peu bucolique de la montagne, que c'est sympa, ben ce côté un peu fou, il a atténué. Dans Inde, la cabane Barrow, en fait, c'est cet endroit-là qui m'a un peu façonné, qui m'a sensibilisé à la nature dans un premier temps. Là, moi, je vous emmène vers le caillou des marmottes, comme mon père l'appelait, quoi. Et le jeu, ça consistait à s'approcher de ces cailloux le plus discrètement possible, de manière à pouvoir voir ces marmottes au plus près, quoi. Ouais, un lieu très, très porteur que nous ont transmis nos parents, quoi. Notamment mon père, dont les cendres sont déposées pas très loin. D'entente avec mon frère et ma mère, on l'a laissé dans son lieu, quoi. Enfin, c'est le mien, mais c'est d'abord le sien.
Mon mari s'occupait de la cabane barreau, il était préposé. Et puis après, il était, comme on dit, gardien, si vous voulez. Mais c'était bénévole. Et puis, comme on avait très peu de moyens, on passait toutes nos vacances là-haut parce que pour les enfants, c'était superbe. Et puis pour vous, c'était comment, les souvenirs? Oh, moi, j'étais à la cuisine et puis j'étais autour de la cabane. Puis des fois, j'allais faire des tours quand même. Et puis, quand il pleuvait, ben, c'était la broderie, le tricot, puis voilà. C'est une époque où on a commencé à grimper sur tous les rochers alentours, avec un immense espace possible, avec une confiance phénoménale des parents qui nous laissaient aller. On se retrouvait le soir, en gros, on allait en crapahuter. Et puis c'est vrai qu'à cette époque, avec mon frangin notamment, on jouait pas aux Indiens, aux cow-boys, on jouait aux guides et aux clients. On se battait pour savoir qui était le client, enfin le mochu. Puis c'était l'autre qui avait le privilège d'être le guide à grimper sur les cailloux là-bas autour, quoi. Il y avait des gens qui redescendaient du miroir d'Argentine. Moi, j'ai 7, 8, 10 ans, hein, donc on parle de cette époque-là. C'était des héros pour moi. Ça m'a toujours fasciné. Enfin, de passer sous ce miroir d'Argentine, moi, ça m'a toujours scotché. Qui venait loger à la cabane, il disait à mon père, bon, prends ton gamin demain, puis il m'embarquait, et c'est comme ça que j'ai vraiment pu faire, on peut dire, de la montagne relativement sérieuse, de manière assez précoce quand même. On a eu 3 enfants, mais les 3 enfants, on les a pas élevés la même chose. Donc au point de vue de... fallait laisser du lest à Edgar. Mais autrement, c'était un bon gamin, mais il fallait le laisser vivre, quoi. Avec son père, des fois, c'était pas toujours facile, mais moi, j'essayais d'être diplomate. Bon, c'est vrai que ça chauffait pas mal. Hein. Moi, à 18 ans, je me suis taillé la baraque, quand même. Il fallait un peu canaliser cette énergie, on dira. Je pense que la montagne avait au moins cette vertu-là, quoi. Même en hélicoptère, la recherche de 2 êtres humains accrochés à une paroi de la plus célèbre montagne du monde n'est pas une sinécure. La voie Gognac-Cherouti, jusqu'au moment où ces images ont été filmées, était l'un des derniers passages jamais vaincus par l'homme au Cervin. C'était aussi l'un des derniers grands problèmes alpins fascinant les consciences de ceux qu'on a nommés les vainqueurs de l'impossible. Pitonnage, assurage, avance, pitonnage. La progression est rendue manifestement plus lente en raison de l'épuisement et du froid. De minute en minute, il apparaît à l'évidence que la cordée va gagner son fantastique pari, dont l'enjeu est la victoire sur une voie jusque-là inviolée, une voie qui semblait narguer Edgar Auberson et Tom Gross, comme elle avait nargué d'autres alpinistes depuis des années. Ils sont redescendus à Zermatt par la voie des airs, hissés par un treuil à bord de notre hélicoptère.
des moments un petit peu angoissants, comme on pourrait dire. Moi, j'avais peur à l'idée de devoir éventuellement redescendre parce que le mauvais temps venait. C'était plus fort que moi. Mais je crois que cette année, j'étais peut-être pas tellement prêt personnellement physiquement. Pour ça que j'ai peut-être un peu souffert les 2 premiers jours physiquement. Mais moralement, j'étais prêt à tout. Alors ça a pas mal aidé. À cette époque-là, l'Himalaya m'intéressait pas plus que ça, quoi. C'était vraiment des choses techniques qui m'intéressaient. Et à l'époque, les grands murs qui étaient le fantasme de tout grimpeur, c'était tout dans le continent nord et sud-américain. Il y avait 3 rêves pour lesquels c'était très important pour moi de réaliser sur le continent américain. Un truc à l'extrême sud, c'était le Fitzroy. Un truc à l'extrême nord, c'était la tour de la Fleur de Lotus. Et puis, à l'intermédiaire en Californie, El Capitan. Ça, c'est un texte que tu as écrit après ton retour de l'ascension du Lotus. J'ai écrit ça quand? En 75, 76. Voilà. Je suis dehors de la cheminée. J'avais déjà dit, à titre de boutade, il y a 6 mois, que ce serait ma longueur. J'en sors aujourd'hui ahuri de fatigue, encore 50 mètres faciles. Déjà, la musique m'emplit entièrement. Plus aucune molécule de mon corps ne lui échappe. En cet ultime instant, aucun sentiment de victoire, simplement un état inconnu, une espèce de métamorphose. Est-ce que les chrysalides sont conscientes de leur passage en papillon? Je n'ai rien ressenti, je sens pourtant que je suis autre. Une partie de moi vient de mourir. Peut-être suis-je vraiment mort. J'aime dire qu'en atteignant mon rêve immense, j'ai par là terminé ma première vie. Enfin, je continue à aller. Ah ouais, c'est... Putain, ouais, ça date, hein, mais... c'est encore bien là, quoi. Alors, c'est vrai que j'ai mis évidemment toute mon énergie pour y aller, mais entre 75 et 76, ça y est, j'avais bouclé ce qui, normalement, devait être le rêve d'une carrière, quoi. Alors, c'est vrai que je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau à un moment donné. J'avais pas renouvelé la réserve de rêve comme ça, quoi. Et là, ça a été assez dur, quoi, psychologiquement. C'est là que je me suis dit, bon, ok, maintenant t'as fait ce que tu voulais, ce serait le moment de te calmer. Puis c'est là que j'ai fait, je suis marié, je fais des gamins, je fais tout juste, quoi. Enfin, comme on doit faire dans la vie, enfin, me semble-t-il. Bon, mes parents sont séparés assez tôt, hein, j'avais 3 ans, je crois. Donc, voilà, j'ai pas tellement de souvenirs d'eux où ils étaient ensemble ou comme ça, donc... Alors, c'est pas toujours facile, mais c'est quelqu'un qui a une notoriété quand même un peu dans le milieu. Donc ça veut dire que dès qu'on se promène en montagne comme ça, on nous demande toujours de ses nouvelles alors qu'on ne sait pas forcément où il est. Oh, t'as trouvé un nouveau téléphone là. Allô? Ring ring. Donc voilà, le métier de guide, il a cette facette où la famille est un petit peu mise de côté. C'est clair qu'il y a tout le monde qui ramasse. Que ce soit les frères, les sœurs, la mère aussi. Ça, voilà, avec mon frère, on a pas mal souffert de ses absences. On aurait eu besoin d'avoir plus de moments avec lui aussi, moments de partage. Simplement de faire des petites balades en montagne, comme il fait avec ses clients, en fait, mais avec ses enfants. Arnaud, il a bien mordu à la montagne, puis je trouvais que c'est un joli clin d'œil d'aller faire ce miroir avec lui. J'aimerais bien, en fait. Je ne l'ai jamais fait avec lui, même si j'ai dû y aller une centaine de fois depuis. Il a peut-être parfois regretté d'avoir pas pu partager plus de moments
privilégié avec toi? Bah, c'est peut-être une façon de répondre à ça, quoi. Il y a peut-être un moment donné où on a envie de bien remettre les choses à plat, quoi. Puis j'ai l'âge pour ça. La sagesse aussi? Peut-être, ouais, c'est un grand mot, mais je trouve important dans une histoire familiale que les choses soient dites, puis qu'on voie la limite des uns et des autres, puis qu'on les accepte en fait. Et puis bon, le fait qu'on puisse se retrouver dans une histoire comme Le Miroir, je trouve que c'est un joli projet, quoi. Ça a de la gueule, hein. On va passer dans ce triangle hein, qui est sur la droite. Tu vois où sont les lignoles, là. En fait, entre les lignoles, t'as juste ce triangle blanc. Ton lignol, c'est quoi ton expression? Tu m'as plutôt appris l'agnole, mais l'agnole... Les lignoles, juste en haut du triangle blanc, là, puis après ouais. ça part en diagonale, puis à l'aplomb du V, là. Rah! Miroir, nous voilà! Alors pour moi, c'est clair, quand j'étais gamin, c'était mon rêve, hein, de devenir guide. J'avais vraiment cet idéal. Je me voyais aussi partir en montagne, faire des premières, faire des expos, des choses comme ça. J'avais envie d'être guide pour suivre un peu les traces de mon père, parce que je trouvais que c'était bien, puis je trouvais chouette qu'il y ait une suite. Après, j'ai rencontré ma compagne. Donc là, je suis parti un peu sur une autre aventure, où j'ai revu un petit peu les objectifs, où j'étais moins fixé sur la performance, et plus sur le partage. Après, vu mon vécu que j'ai pu avoir dans mon enfance, ou comme ça, je ne voulais pas forcément poser ça pour ma famille que je voulais créer. Et puis donc, je fais toujours de la montagne, mais plus dans le loisir. C'est mieux, ouais. Les spitterlets, tu les as là, ouais. Ils sont main droite, là. Tu fais les yeux du haut. Ah ouais, tu m'as repéré, hein. Voilà. Quant à Arnaud, qui vraiment était dans un processus d'aspirant guide, puis qui est tombé amoureux d'une magnifique fille, puis que tu m'as dit, ouais, moi, toi, l'aspirant, enfin, le guide, ça m'intéresse plus trop. Je n'ai pas dit ouf, mais je trouvais super. Il y a d'autres choses dans la vie, c'est sûr. Pour moi, la famille, c'est hyper important. Ça a l'air con parce que je fais pas grand-chose pour, mais c'est hyper important. J'ai vraiment envie de s'aimer. Cette première petite gamine, pour moi, c'est vachement important. Laisse venir, Arnaud. Alors moi, je suis très fier, très heureux d'être grand-père. Ça, c'est sûr. J'espère que ça va pas s'arrêter, là. Eh ben, dis donc. Déjà enlevé la veste d'hiver. Premier truc à faire, hein. Et